Dans l'épisode 1830 de Un si grand soleil, l'atmosphère est lourde, presque étouffante, comme si Montpellier retenait son souffle avant l'inévitable. Depuis plusieurs jours, la cavale d'Hélène s'étire dans un mélange de peur, de fatigue et de faux espoirs. Elle vit cachée, coupée du monde, dépendante des rares visites de Victor, seul lien avec l'extérieur. Chaque bruit devient une menace, chaque silence un rappel cruel que le temps joue contre elle. Hélène n'est plus la femme combative qu'elle prétendait être. L'infection qui l'a affaiblie a laissé des traces, autant physiques que morales. Même si Claire l'a rassurée sur sa guérison, l'angoisse ne la quitte pas. Elle sait que cette cavale n'est pas une solution, seulement un sursis. Pourtant, lorsqu'elle partage un repas improvisé avec Victor, composé de produits frais qu'il a pris soin d'apporter, elle se surprend à savourer ce moment presque banal. Manger ensemble, parler de tout et de rien, c'est une parenthèse fragile, une illusion de normalité au milieu du chaos. Victor, de son côté, est tendu. Il joue un rôle dangereux, bien conscient qu'il franchit une ligne irréversible. En acceptant de ravitailler Hélène, il s'est convaincu qu'il agissait par humanité, par loyauté, peut-être même par amour filial détourné. Mais au fond de lui, une voix ne cesse de lui répéter qu'il est en train de se perdre. Chaque déplacement est un risque, chaque geste une preuve de plus contre lui. Il le sait, mais il continue, comme prisonnier de sa propre décision. Pendant ce temps, Alex est déjà sur leurs traces. La filature a commencé bien avant que Victor ne s'en rende compte. Dans sa voiture banalisée, Alex observe, analyse, anticipe. Il ne se contente pas de suivre Victor, il le laisse faire, convaincu qu'il le mènera droit à Hélène. Pour Alex, cette affaire est personnelle. Hélène n'est pas qu'une fugitive, c'est une femme avec laquelle il partage un passé trouble, des souvenirs qu'il aurait préféré enfouir. Pourtant, aujourd'hui, il n'y a plus de place pour la nostalgie. Seul compte la loi. À mesure que Victor s'éloigne de la ville, Alex sent qu'il touche au but. Chaque virage, chaque ralentissement confirme son intuition. La planque n'est plus très loin. Il garde ses distances, patient, concentré. Il sait que l'erreur serait de se précipiter. Ce qu'il attend, c'est le flagrant délit, la preuve irréfutable qui mettra fin à cette cavale une bonne fois pour toutes. Dans un tout autre registre, Alix vit elle aussi une descente aux enfers, mais d'une nature différente. Dans sa galerie, l'ambiance est glaciale. Les chiffres sont sans appel, malgré les apparences, malgré les expositions et les sourires de façade, la galerie tourne à perte. Claudine ne mâche pas ses mots. Pour elle, Alix n'a plus le choix. La cessation de paiement est inévitable. Ces mots résonnent comme une condamnation. Alix avait encore un dernier espoir, Catherine. Si cette dernière acceptait d'entrer au capital à hauteur de 20%, la galerie pourrait être sauvée. Mais l'attente est insupportable. Lorsqu'Alix annonce enfin à Ulysse que Catherine a refusé, tout s'effondre. Les impôts n'ont accordé qu'un simple report d'échéance, insuffisant pour éviter la liquidation. Les larmes coulent, incontrôlables. Ce n'est pas seulement un échec professionnel, c'est toute une vie, toute une identité qui s'écroule sous leurs yeux. Ulysse tente de rester fort, mais lui aussi est brisé. Voir Alix dans cet état le renvoie à sa propre impuissance. Ensemble, ils font face à ce désastre financier, conscients que rien ne sera plus jamais comme avant. La galerie, ce lieu qu'ils avaient rêvé vivant et audacieux, est désormais condamné. À quelques rues de là, Chaligny jubile. L'annonce de la fermeture prochaine de la galerie d'Alix est pour lui une victoire personnelle. Sans la moindre compassion, il propose même à Ulysse de le recommander dans une galerie, digne de ce nom. Une phrase faussement élégante, chargée de mépris. Ulysse reste distant, refusant d'entrer dans ce jeu cruel. Plus tard, Chaligny trinque avec Quentin à la défaite de celle qu'il considère comme sa pire ennemie, savourant ce triomphe avec un cynisme glaçant. Pendant que les drames financiers se nouent, d'autres tensions éclatent sur le plan personnel. Cécile confronte Florent. Elle veut comprendre. Elle veut savoir ce qui se passe réellement entre lui et Claire, et surtout si cette proximité a un lien avec la cavale d'Hélène. Le ton est ferme, presque accusateur. Pour Cécile, Florent n'est pas honnête, ni avec elle, ni avec lui-même. Elle refuse de fermer les yeux plus longtemps. Florent, pris au piège de ses propres choix, peine à répondre. Il sait qu'elle n'a pas totalement tort. Son implication dans cette affaire dépasse le cadre professionnel. Il y a des émotions qu'il n'a pas su maîtriser, des frontières qu'il a laissé s'effacer. Cette confrontation le force à regarder la vérité en face, même s'il n'est pas encore prêt à l'assumer pleinement. Au commissariat, l'enquête avance sur un autre front. Florent fait appel à une hackeuse pour déverrouiller le téléphone de Marsan. Elle accepte, par reconnaissance pour une précédente affaire traitée pro bono. Autour d'un café, elle se met au travail sans perdre de temps. Ce téléphone pourrait contenir la clé d'un nouveau drame, et Florent en est conscient.
Claire, de son côté, est tiraillée. Elle a averti Hélène d'un possible projet d'enlèvement au golfe, information qu'elle tient de ses soupçons autour de Marsan. En demandant à Victor de s'occuper du ravitaillement, elle n'imaginait pas qu'elle déclencherait une réaction en chaîne aussi dangereuse. Désormais, elle sent que tout lui échappe. L'affaire prend une ampleur qui la dépasse, et la culpabilité commence à peser lourdement sur ses épaules. Lorsque Victor arrive enfin à la planque d'Hélène, le moment semble presque paisible. Ils déjeunent ensemble, échangent quelques mots simples. Hélène savoure le fait de ne pas être seule. Mais cette accalmie est trompeuse. En un instant, tout bascule. Alex surgit. Le piège se referme. Les menottes claquent. Victor est arrêté. Hélène aussi. Aucun cri, aucune résistance spectaculaire, seulement le choc brutal de la réalité. La cavale est terminée. Tous deux sont emmenés en garde à vue, sous le regard implacable d'Alex, conscient qu'il vient de tourner une page, mais qu'il en ouvre une autre, tout aussi lourde de conséquences. Et pendant que les gyrophares s'éloignent, Florent reçoit un appel du commissariat. La nouvelle tombe, froide et définitive, Hélène et Victor ont été arrêtés. Au même moment, le téléphone de Marsan livre un message inquiétant. Il va se passer quelque chose jeudi au golf. Florent comprend alors que cette affaire est loin d'être terminée, et que le pire est peut-être encore à venir. Dans les couloirs du commissariat, l'arrestation d'Hélène et de Victor laisse une traînée de tension palpable. Rien ne ressemble à une victoire franche. Les regards sont graves, les voix basses, comme si chacun pressentait que cette fin de cavale n'est qu'un jalon dans une affaire bien plus sombre. Alex, malgré l'efficacité de son piège, ne ressent aucun soulagement. Il sait trop bien que ce genre d'arrestation ouvre rarement sur des conclusions simples. Au contraire, elle réveille souvent des vérités plus dérangeantes encore. Victor, assis en garde à vue, a le regard perdu. Les menottes lui scient les poignets autant que la honte lui écrase la poitrine. Il repasse mentalement chaque choix, chaque justification qu'il s'est raconté pour tenir. Aider Hélène, la nourrir, la protéger. Tout cela lui semblait presque naturel, comme une extension de son rôle de père, d'homme qui refuse d'abandonner quelqu'un à la souffrance. Désormais, il n'y a plus d'excuses. Les faits sont là, implacables. Hélène, elle, oscille entre fatigue extrême et lucidité brutale. La fuite l'a vidée de ses forces. Face aux policiers, elle ne joue plus la femme sûre d'elle. Son regard trahit une forme de résignation. Elle comprend que la cavale a empiré sa situation, que chaque jour passé dans l'ombre alourdissait un peu plus son dossier. Pourtant, au fond d'elle, une colère sourde subsiste, celle d'avoir cru qu'elle pouvait encore maîtriser son destin. Alex observe la scène à distance. Il reste professionnel, mais il ne peut empêcher certains souvenirs de remonter. Il se rappelle l'Hélène d'avant, celle qu'il a connue autrement, loin des menottes et des salles d'interrogatoire. Cette dissonance le frappe de plein fouet. Pourtant, il s'accroche à son rôle. Aujourd'hui, il n'est pas question de passé, seulement de responsabilité. Florent arrive au commissariat peu après. L'annonce de l'arrestation a agi comme un électrochoc. Il savait que ce moment finirait par arriver, mais pas de cette manière, ni avec Victor embarqué dans la chute. Lorsqu'il apprend que les deux sont en garde à vue, il sent un poids immense s'abattre sur ses épaules. Tout ce qu'il a tenté de contenir, de rationaliser, lui explose au visage. Très vite, une autre information vient s'ajouter à ce chaos. Le message découvert sur le téléphone de Marsan. Il va se passer quelque chose jeudi au golf. Une phrase courte, anodine en apparence, mais terriblement inquiétante. Florent comprend immédiatement la portée de ces mots. Ce n'est pas une simple menace en l'air. C'est une annonce, presque une promesse. Et le temps presse. Claire, informée à son tour, est envahie par l'angoisse. Elle se sent directement concernée par cette révélation. C'est elle qui avait alerté Hélène, elle qui avait soupçonné Marsan. Aujourd'hui, elle a l'impression d'avoir mis en mouvement des forces qu'elle ne contrôle plus. L'idée qu'un enlèvement puisse se préparer la glace. Elle mesure soudain le danger réel de cette affaire, bien au-delà de la cavale. Lorsque Florent retrouve Claire, l'échange est tendu, chargé de non-dits. Il lui confie ce qu'ils ont découvert sur le téléphone. Les mots sont durs, sans détour. Pour lui, la situation est devenue trop grave. Il lui dit clairement qu'il ne peut plus la suivre dans cette spirale. Ce n'est pas un reproche violent, mais une rupture nette, presque douloureuse. Il y a une ligne qu'il refuse désormais de franchir. Cette prise de position bouleverse Claire. Elle comprend qu'elle a perdu un allié essentiel. Plus encore, elle sent que leur relation, déjà fragile, vient de se fissurer profondément. Le regard de Florent n'est plus le même, il est inquiet, fatigué, déterminé à se protéger, mais aussi à protéger ce qu'il lui reste d'équilibre moral. Pour Claire, c'est un coup dur. Elle se retrouve plus seule que jamais. Dans un autre coin de la ville, Cécile rumine. La confrontation avec Florent l'a laissée amère. Elle n'a pas obtenu toutes les réponses qu'elle espérait,
mais elle a compris une chose essentielle, quelque chose lui échappe. L'ombre de Claire, la cavale d'Hélène, les mensonges par omission. Tout cela forme un ensemble qu'elle refuse désormais d'ignorer. Elle se promet de rester vigilante, quitte à mettre son couple à l'épreuve. Au même moment, au commissariat, les auditions se succèdent. Les questions fusent, méthodiques, précises. Victor tente d'expliquer, de justifier son implication, mais chaque phrase semble l'enfoncer un peu plus. Hélène, elle, parle peu. Elle écoute, analyse, consciente que chaque mot peut se retourner contre elle. La tension est constante, presque oppressante. Alex, en consultant les derniers éléments de l'enquête, ne peut s'empêcher de faire le lien entre tout ce qui s'accumule, la cavale, l'aide de Victor, le message de Marsan, le golf. Pour lui, une chose est sûre, cette arrestation n'est pas un point final. Elle n'est qu'une étape avant un événement plus grave, plus spectaculaire peut-être. Et il sait que le temps joue contre eux. La nuit tombe sur Montpellier, mais personne ne trouve le repos. Claire tourne en rond, hantée par ses choix. Florent, seul dans son cabinet, relit encore et encore le message extrait du téléphone, comme s'il espérait y déceler un indice supplémentaire. Cécile, chez elle, ressasse chaque mot de leur confrontation. Quant à Hélène et Victor, enfermés, ils mesurent enfin le prix réel de leur décision. L'épisode s'enfonce alors dans une atmosphère de menace latente. Tout converge vers ce fameux jeudi au golf. Personne ne sait exactement ce qui va s'y jouer, mais tous sentent que quelque chose d'irréversible se prépare. Et désormais, plus personne ne pourra prétendre qu'il ne savait pas. La nuit s'installe lentement sur Montpellier, et avec elle une tension sourde qui ne cesse de s'intensifier. Dans les locaux du commissariat, le temps semble suspendu, rythmé seulement par le cliquetis des portes et le froissement des dossiers que l'on consulte sans relâche. Pour un si grand soleil, cet épisode marque un basculement. Plus rien n'est stable, plus rien n'est certain. Victor est de nouveau interrogé. Les questions reviennent, insistantes, presque circulaires, comme si les enquêteurs cherchaient la faille, le mot de trop. Il tente de rester cohérent, mais la fatigue le trahit. À mesure qu'il parle, il comprend que ses justifications sonnent creux. Avoir aidé Hélène par compassion n'efface pas la gravité de ses actes. Chaque phrase qu'il prononce semble renforcer l'idée qu'il s'est enfermé lui-même dans une impasse. Hélène, enfermée dans une cellule voisine, laisse enfin tomber les masques. Loin de la cavale et de l'adrénaline, elle est confrontée à une solitude brutale. Les murs froids, le silence, l'attente interminable, tout concourt à la ramener à la réalité. Elle repense à chaque décision prise ces derniers jours, consciente qu'elle a entraîné Victor dans sa chute. Une culpabilité amère s'installe, mêlée à une rage sourde contre elle-même et contre un destin qu'elle estime injuste. Alex, lui, ne quitte presque pas son bureau. Il passe en revue les éléments, encore et encore, comme s'il craignait d'en manquer un. Le message de Marsan reste au centre de ses préoccupations. Cette phrase, trop vague pour être rassurante, trop précise pour être ignorée, tourne en boucle dans son esprit. Il sait que le golf n'est pas un hasard. C'est un lieu ouvert, fréquenté, propice à un coup d'éclat. Et cette perspective le met sous pression. À distance, Florent vit une nuit tout aussi éprouvante. Seul dans son cabinet, il mesure l'ampleur de ce qu'il a laissé se produire. Son refus de continuer à suivre Claire le hante. Il ne regrette pas sa décision, mais il en ressent le poids émotionnel. Entre ses principes et ses sentiments, il a choisi la ligne la plus droite, mais aussi la plus douloureuse. Le message de Marsan, posé sur son bureau comme une menace muette, lui rappelle que l'affaire est loin d'être close. Claire, quant à elle, se retrouve face à elle-même. Dans son appartement plongé dans le silence, elle ressasse chaque étape de cette histoire. Avoir voulu aider, protéger, anticiper, et se retrouver aujourd'hui au cœur d'un engrenage dangereux. Elle comprend que ses bonnes intentions ont eu des conséquences lourdes. L'arrestation d'Hélène et de Victor la bouleverse profondément, et l'éloignement de Florent la laisse désemparée. Pour la première fois, elle doute ouvertement de ses choix. Au petit matin, les informations circulent plus vite. La garde à vue de Victor et d'Hélène fait déjà murmurer en ville. Certains y voient la preuve que la justice a enfin repris la main, d'autres dénoncent une affaire mal gérée, aux ramifications trop nombreuses. Cette agitation extérieure contraste avec le huis clos du commissariat, où chaque décision est pesée, chaque hypothèse discutée. Alex réunit son équipe. Il insiste sur la nécessité de rester concentré. Pour lui, l'urgence n'est pas seulement de boucler le dossier de la cavale, mais d'anticiper ce qui pourrait se produire au golf. Le message de Marsan est désormais traité comme une alerte sérieuse. Une surveillance renforcée est envisagée, même si les indices restent maigres. Cette incertitude est précisément ce qui rend la situation dangereuse. Florent est tenu informé des avancées. Lorsqu'il apprend que l'attention se porte désormais sur le golf, il sent une nouvelle vague d'inquiétude l'envahir.
Il comprend que son rôle, même en retrait, n'est pas terminé. Il devra probablement encore intervenir, conseiller, défendre. Mais cette fois, il se promet de ne plus se laisser emporter par l'émotion. De son côté, Cécile observe, à distance, la tournure des événements. Elle n'est pas directement impliquée dans l'enquête, mais elle en subit les répercussions. Le comportement de Florent, son stress, son silence par moments, tout cela la pousse à rester sur ses gardes. Elle sent que leur couple est à un tournant, fragilisé par des choix qui la dépassent. Dans sa cellule, Hélène finit par craquer. Seule, elle laisse couler quelques larmes, consciente que la cavale est terminée, mais que les conséquences, elles, ne font que commencer. Elle sait que Victor paye cher pour l'avoir aidée, et cette pensée la ronge. Pour la première fois depuis longtemps, elle se demande si elle n'aurait pas dû se rendre plus tôt. Victor, lui, ferme les yeux, épuisé. L'image de Claire lui revient sans cesse. Il redoute le regard qu'elle posera sur lui lorsqu'ils se reverront. Il ne voulait pas être un fardeau pour sa fille, encore moins un exemple de chute. Et pourtant, il est là, pris au piège de ses propres décisions. Alors que la journée commence, une certitude s'impose à tous. L'arrestation d'Hélène et de Victor n'a pas apaisé les tensions, elle les a déplacées. Désormais, tous les regards se tournent vers le golfe et vers ce mystérieux « quelque chose » annoncé par Marsan. Et dans l'ombre, chacun pressent que l'épisode à venir sera encore plus éprouvant. À mesure que la journée avance, la menace évoquée dans le message de Marsan devient l'obsession centrale d'un si grand soleil. Le golfe, jusqu'alors simple décor paisible, se transforme en point de convergence de toutes les peurs. Pour Alex, il n'est plus question d'attendre un faux pas, il faut anticiper. Les équipes sont mobilisées discrètement, sans alerter le public, car la moindre fuite pourrait provoquer l'effet inverse de celui recherché. Alex coordonne la surveillance avec une précision presque maniaque. Il connaît ce terrain, trop ouvert pour être sécurisé complètement, trop fréquenté pour une intervention brutale. Chaque scénario est envisagé, chaque accès passé au crible. Ce qui le hante, ce n'est pas seulement l'inconnu, mais la certitude que Marsan a voulu être compris. Ce message n'était pas une erreur, c'était un avertissement. Au même moment, Florent s'enfonce dans un conflit intérieur. Il reçoit des informations par bribes, suffisamment pour comprendre l'urgence, pas assez pour se sentir utile. Son rôle d'avocat l'oblige à garder une distance, mais son passé récent l'empêche d'être indifférent. Il repense à sa décision de couper court avec Claire, nécessaire, certes, mais lourde de conséquences. L'idée que quelque chose de grave puisse arriver, et qu'il n'y soit pour rien, l'angoisse profondément. Claire, elle, est prise dans une tempête émotionnelle silencieuse. Elle se sent responsable, même si personne ne l'accuse directement. Le message de Marsan résonne comme une confirmation de ses pires craintes. Elle se demande si elle aurait pu agir autrement, prévenir plus tôt, parler différemment. Cette culpabilité diffuse l'isole davantage, au point qu'elle n'ose plus chercher du soutien, ni auprès de Florent, ni auprès d'Alex. Cécile observe cette agitation à distance, attentive aux moindres signes. Elle sent que Florent est ailleurs, absorbé par une affaire qui dépasse le cadre professionnel. Cette impression d'être tenue à l'écart la blesse, mais elle refuse de se poser en victime. Au fond, elle sait que ce qui se joue dépasse leur couple. Pourtant, elle redoute que cette crise ne laisse des traces irréversibles. Au commissariat, l'ambiance est électrique. Les heures passent, les hypothèses se multiplient, sans qu'aucune ne s'impose clairement. Alex garde son sang-froid, mais la pression est constante. Chaque appel, chaque information nouvelle est scrutée avec une attention extrême. Il sait que le temps est leur principal ennemi, plus il tarde, plus le risque augmente. Hélène et Victor, toujours en garde à vue, sont désormais relégués au second plan de l'enquête active. Leur arrestation a permis d'avancer, mais elle a aussi ouvert un vide, celui laissé par Marsan, toujours libre. Hélène comprend peu à peu que sa cavale a servi de diversion, volontairement ou non. Cette prise de conscience l'effraie. Elle réalise qu'elle a peut-être été un pion dans un jeu bien plus large. Victor, de son côté, se mure dans le silence. Il n'essaie plus de se justifier. L'idée que quelque chose de grave puisse se produire au golfe, et que Claire puisse être mêlée de près ou de loin à cette affaire, le ronge. Pour lui, la vraie peur n'est plus la justice, mais les conséquences humaines de cette spirale. Lorsque la nuit retombe sur Montpellier, la tension ne faiblit pas. Le golfe est désormais sous surveillance renforcée, sans que personne ne sache exactement ce qu'il faut empêcher. Cette attente, lourde et oppressante, pèse sur tous les protagonistes. Chacun sent que l'événement annoncé approche, inexorablement. L'épisode s'achève sur cette impression d'urgence suspendue, Hélène et Victor arrêtés, oui, mais l'essentiel reste à venir. Et tandis que la ville s'endort, une certitude s'impose, le piège n'est peut-être pas totalement refermé. Il est simplement en train de se déplacer.
À l'approche du jour annoncé dans le message de Marsan, la tension atteint un niveau rarement égalé dans un si grand soleil. Le golfe, désormais au cœur de toutes les attentions, est quadrillé avec une discrétion extrême. Rien ne doit transparaître. Alex sait que la moindre alerte pourrait faire capoter l'opération ou, pire encore, précipiter le passage à l'acte de Marsan. Tout se joue dans l'ombre, dans l'anticipation et le contrôle des nerfs. Les policiers se relaient, observent, notent le moindre détail inhabituel. Chaque véhicule qui entre, chaque visage inconnu est scruté. Pourtant, malgré ce dispositif, une angoisse sourde persiste. Marsan semble toujours avoir un coup d'avance. Son message était volontairement flou, presque provocateur, comme s'il défiait les autorités de l'arrêter à temps. Cette impression d'être manipulé rend l'atmosphère encore plus lourde. Alex garde le contact permanent avec ses équipes. Il fait preuve d'un sang-froid impressionnant, mais à l'intérieur, la pression est immense. Il ne peut s'empêcher de penser à Claire, à son implication indirecte dans cette affaire, et à ce que pourrait signifier un échec. Pour lui, protéger des vies est une priorité absolue, bien au-delà des considérations personnelles ou des dossiers à boucler. Claire, justement, est en proie à une inquiétude croissante. Même tenue à l'écart des détails opérationnels, elle sent que quelque chose de grave se prépare. L'idée qu'un enlèvement puisse réellement avoir lieu la hante. Elle repense à chaque échange avec Hélène, à chaque soupçon qu'elle a partagé. Elle se demande si, sans le vouloir, elle n'a pas attiré l'attention de Marsan sur certaines failles. Cette culpabilité silencieuse la consume. Florent, lui aussi, vit ces heures dans un état de tension extrême. Il reçoit des informations fragmentaires, suffisamment alarmantes pour l'empêcher de se concentrer sur autre chose. Son dilemme moral est constant. Rester à sa place d'avocat ou intervenir davantage, au risque de franchir à nouveau la ligne qu'il s'est imposée. Il sait que la situation est explosive, et il redoute que ses choix passés ne se retournent contre lui et contre ceux qu'il aime. Au commissariat, l'affaire Hélène Victor continue d'évoluer en arrière-plan. Les procédures suivent leur cours, implacables. Hélène, consciente que l'attention s'est déplacée vers Marsan, ressent un mélange de soulagement et de terreur. Soulagement de ne plus être au centre, terreur à l'idée d'avoir été un simple élément d'une mécanique plus vaste. Elle comprend désormais que sa cavale n'a fait qu'ajouter du chaos à une situation déjà instable. Victor, lui, se replie sur lui-même. L'angoisse liée au golfe dépasse désormais sa propre situation judiciaire. Il craint pour Claire, pour tous ceux qui pourraient se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Dans son esprit, une question revient sans cesse, et si tout cela avait pu être évité? Cette interrogation le hante, sans qu'il puisse y répondre. Les heures défilent, interminables. Chaque silence devient suspect, chaque minute sans incident augmente paradoxalement la tension. Alex sait que le danger n'est pas passé tant que Marsan n'est pas neutralisé. Il redoute le moment où l'alerte tombera, confirmant que le message n'était pas un bluff. Lorsque la nuit tombe de nouveau sur Montpellier, le sentiment d'urgence est à son comble. Le golfe est calme en apparence, presque trop. Cette tranquillité factice ne rassure personne. Au contraire, elle renforce l'idée que quelque chose se prépare, dissimulé derrière une normalité trompeuse. L'épisode s'achève sur cette attente insoutenable. Tous les protagonistes, qu'ils soient policiers, proches ou simples observateurs, sentent que l'équilibre est sur le point de céder. Le piège tendu à Hélène et Victor a fonctionné, mais un autre piège, bien plus dangereux, semble désormais prêt à se refermer ailleurs. À mesure que la nuit avance, l'épisode 1830 de Un si grand soleil glisse vers une zone de danger pur, où chaque minute semble pouvoir tout faire basculer. Le golfe, plongé dans une pénombre presque irréelle, devient le théâtre d'une attente insoutenable. Les projecteurs discrets, les silhouettes figées des policiers, le silence trop parfait, tout donne l'impression que l'orage est sur le point d'éclater. Alex est sur place. Il refuse de rester en retrait. Pour lui, diriger l'opération à distance serait une erreur. Il veut voir, ressentir, anticiper. Son regard balaie le terrain, à l'affût du moindre mouvement suspect. Il sait que Marsan est imprévisible, qu'il aime le contrôle, la mise en scène. Cette certitude le rend nerveux. L'absence de signe n'est jamais rassurante, elle est souvent le prélude à l'irréparable. Dans le même temps, Claire est rongée par une angoisse qui ne la quitte plus. Elle essaie de s'occuper, de penser à autre chose, mais son esprit revient toujours au même point. Le golfe, Marsan, cette phrase glaçante. Elle imagine 1000 scénarios, tous plus sombres les uns que les autres. Le sentiment d'impuissance est total. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent inutile, incapable d'aider, coincée dans une position de spectatrice terrifiée. Florent, de son côté, reçoit un appel bref du commissariat. On ne lui dit pas grand-chose, seulement que la situation est sous haute tension.
Cette information suffit à le faire vaciller intérieurement. Il comprend que l'affaire lui échappe définitivement, qu'il ne peut plus intervenir comme avant. Pourtant, rester à l'écart lui donne l'impression de trahir ses propres valeurs. Il se sent écartelé entre son rôle d'avocat, sa responsabilité morale et ses sentiments non résolus. Au commissariat, Hélène perçoit confusément que quelque chose se prépare à l'extérieur. Les allées et venues inhabituelles, les regards pressés, les conversations à voix basse. Tout indique que l'attention des policiers est ailleurs. Cette intuition la terrifie. Elle comprend que, malgré son arrestation, le danger n'est pas écarté. L'idée que Marsan puisse passer à l'acte la plonge dans une angoisse profonde. Elle se sent coupable, persuadée que sa cavale a contribué à ce climat explosif. Victor, lui aussi, sent que l'affaire dépasse désormais sa propre situation. Enfermé, impuissant, il s'inquiète surtout pour Claire. Il se reproche d'avoir voulu protéger à tout prix, sans mesurer les conséquences. Dans son esprit, une certitude s'impose. Quoi qu'il arrive, cette histoire laissera des cicatrices durables, bien au-delà des murs du commissariat. Sur le terrain, Alex reçoit des informations contradictoires. Un signal suspect, puis rien. Une présence aperçue, aussitôt perdue de vue. Chaque fausse alerte épuise un peu plus les nerfs des équipes. Pourtant, Alex refuse de relâcher la pression. Il sait que Marsan joue avec leurs limites, qu'il cherche peut-être à provoquer une erreur. Cette partie de chat et de souris devient presque insoutenable. Les minutes s'étirent, interminables. Le golf reste étrangement calme. Trop calme. Alex sent son instinct de policier s'emballer. Il redoute ce moment précis où tout basculera sans avertissement. Autour de lui, chacun retient son souffle, conscient que la moindre seconde peut faire la différence entre une intervention réussie et un drame. L'épisode atteint alors un point de tension extrême. Rien ne se passe, et pourtant, tout semble prêt à exploser. Les regards se croisent, les téléphones vibrent, les cœurs battent trop vite. La menace annoncée plane toujours, invisible mais oppressante. Et tandis que la nuit enveloppe le golfe d'un silence presque irréel, une question hante tous les esprits. Marsan est-il en train de renoncer, ou de préparer son coup final? L'aube finit par poindre sur Montpellier, sans que le drame annoncé ne se soit encore matérialisé. Au golfe, l'opération de surveillance s'achève dans une fatigue nerveuse extrême. Rien ne s'est produit, aucun enlèvement, aucun coup d'éclat. Et pourtant, personne ne parle de soulagement. Cette absence d'événement n'a rien de rassurant. Elle ressemble davantage à un répit fragile, presque trompeur, comme si le danger n'avait fait que reculer pour mieux se redéployer ailleurs. Alex observe le terrain une dernière fois avant de donner l'ordre de lever progressivement le dispositif. Son visage est fermé. Il sait que Marsan n'a pas agi, mais il remind aussi que ce genre de message n'est jamais gratuit. S'il a choisi d'attendre, c'est qu'il prépare autre chose, ou qu'il teste leurs limites. Pour Alex, l'affaire est loin d'être terminée. La cavale d'Hélène est close, oui, mais l'enquête, elle, ne fait que changer de forme. De retour au commissariat, la nuit blanche laisse des traces. Les équipes sont épuisées, mais concentrées. Alex fait le point avec ses collègues, insistant sur un élément essentiel. Le message retrouvé dans le téléphone de Marsan doit être pris comme un avertissement sérieux, pas comme une simple intimidation. Le danger est latent, et il faudra rester vigilant. Cette conviction s'impose comme une évidence inquiétante. Hélène apprend, de sa cellule, que rien ne s'est passé au golfe. L'information la soulage brièvement, avant de la plonger dans une angoisse plus profonde encore. Elle comprend désormais que son arrestation n'a pas mis fin à la menace. Pire, elle réalise qu'elle n'est plus qu'un dossier parmi d'autres, un élément secondaire dans une affaire qui la dépasse. La cavale est finie, mais les conséquences, elles, ne font que commencer. Elle sait que la justice sera implacable. Victor, lui aussi, reçoit la nouvelle avec un mélange de soulagement et de désespoir. Rien n'est arrivé, et c'est déjà énorme. Pourtant, il reste enfermé, confronté à sa propre responsabilité. Il repense à Claire, à ce qu'elle traverse à cause de ses choix. Plus que la sanction judiciaire, c'est ce poids moral qui l'écrase. Il comprend qu'il devra assumer longtemps les retombées de cette décision fatale, avoir voulu aider, coûte que coûte. Claire, au petit matin, est vidée. L'angoisse accumulée retombe d'un coup, la laissant sans force. Elle apprend que l'opération au golfe n'a rien donné, mais cette information ne l'apaise pas vraiment. Elle sait que la menace plane toujours, que Marsan n'a pas disparu. Surtout, elle se sent profondément isolée. La rupture symbolique avec Florent lui revient en pleine figure, plus douloureuse encore que la peur vécue pendant la nuit. Lorsque Florent la retrouve, l'échange est bref, tendu, chargé d'une gravité nouvelle. Il lui dit ce qu'il a sur le cœur, sans détour. Il ne peut plus continuer ainsi. Cette affaire est allée trop loin. Le danger est devenu réel, concret, incontrôlable.
Ce n'est pas un rejet brutal, mais une décision ferme, presque désespérée. Florent a atteint sa limite. Il sait que, s'il continue à suivre Claire dans cette spirale, il se perdra lui-même. Cette prise de position marque un tournant irréversible. Pour Claire, c'est un coup terrible. Elle comprend que, cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière facile. Cécile, de son côté, sent que quelque chose a changé. Le comportement de Florent, plus fermé, plus grave, confirme ses soupçons. Elle n'a pas encore toutes les réponses, mais elle perçoit clairement que leur couple est entré dans une zone de turbulence profonde. Et elle sait que cette affaire laissera des traces durables, même si la cavale d'Hélène est officiellement terminée. L'épisode s'achève sur cette impression troublante. Oui, Hélène et Victor ont été arrêtés. Oui, la fuite a pris fin. Mais rien n'est réellement réglé. Le message de Marsan reste une menace en suspens. Les tensions personnelles sont plus vives que jamais. Les fractures morales se sont élargies. Et chacun comprend, au fond de lui, que cette affaire n'a pas livré son dernier secret. Dans un si grand soleil, la cavale est terminée. Mais l'ombre, elle, continue de s'étendre.